cadre des journées ensemble avec les personnes extraordinaires qui le sont tout autant cette année. Vous n'êtes pas sans savoir qu'une pandémie perdure depuis plus d'un an, ce qui nous empêche de nous retrouver tous ensemble en présentiel, pour utiliser ce nouveau mot, qui va sans doute figurer dans le dictionnaire de l'Académie française entre présenté et présentoir, j'ai vérifié. Et donc, nous avons recours cette année aux TIC, les technologies de l'information et de la communication, avec ce colloque en streaming sur YouTube et sur Facebook. On espère que vous avez un peu de temps devant vous, car nous recevons une pléthore d'invités. Vous n'êtes pas sans savoir non plus que les Jeux Olympiques de 2020 ont été reportés d'un an, et donc les Jeux Paralympiques, qui se déroulent en moyenne 15 jours plus tard, le sont tout autant. Et cette année, ce sera sans public étranger, une première, une triste première. Qu'importe, nous allons en parler, voir comment nos sportifs se préparent pour ces Jeux extraordinaires cette année, mais nous allons voir que le sport adapté permet aussi de mieux vivre et qu'il attire de plus en plus d'adeptes. Premier invité, le député provincial Éric Massin, en charge notamment des sports et de l'action sociale, et donc au cœur de notre thématique. Je lui cède illico la parole. Merci Éric, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes en direct du Charleroi Espace Meeting européen à Dampremy et je suis ravi de vous retrouver pour cette 13e édition des Journées ensemble avec les personnes extraordinaires. Alors malheureusement en 2020, l'événement a dû être annulé pour les raisons qui viennent d'être rappelées par Éric et que nous connaissons tous. Pour cette année, en ma qualité de député provincial, en charge de l'action sociale et en charge du sport, en concertation avec les organisateurs de l'ASBL Vers la Vie, dont j'assure aussi la présidence, il s'avérait essentiel de garder le lien avec les personnes extraordinaires en proposant une adaptation de l'événement. J'en profite à cet égard de rappeler que la province de Hainaut est présente aux côtés des personnes en situation de handicap et les accompagne tout au long de leur vie, l'enseignement, l'hébergement, l'entrée dans la vie professionnelle. En effet, l'inclusion, tant dans les milieux scolaires et professionnels que dans les loisirs, dont le sport et la culture, est la mission que poursuit la Direction générale de l'action sociale dans sa politique d'accompagnement. La promotion du sport pour tous est, par ailleurs, vraiment une des priorités menées aussi par l'autre département qui s'appelle Hainaut Sport. Du sport, il en est question aujourd'hui, vu qu'il est au cœur de notre webinaire « Handicap et sport, du plaisir à l'élite sportive jusqu'aux Jeux paralympiques ». En effet, le compte à rebours est lancé pour les 16e Jeux paralympiques d'été qui se tiendront à Tokyo du 24 août au 5 septembre 2021. Exactement 116 jours avant que nos 55 athlètes paralympiques belges ne s'envolent pour Tokyo. Ce seront 539 épreuves organisées dans 22 sports sur 21 sites de compétition. Évidemment, malheureusement, comme nous ne pourrons pas être dans les tribunes, il faut dire que c'est quand même pas la porte à côté, nous serons tous devant notre écran pour supporter nos couleurs. Aujourd'hui, je suis particulièrement honoré par la présence d'acteurs importants dans l'organisation du sport pour tous en Belgique. Anne Dieteren, présidente du Belgian Paralympic Committee et de la Ligue handisport francophone, Mélisse Lechien, directeur général de la Ligue handisport francophone, Eric Bowens, ambassadeur spécial Olympics Belgium et éducateur dans un centre pour personnes handicapées, Christophe de Ramé, directeur de la Fédération Multisport Adapté, Philippe Ouzio, qui va venir nous rejoindre sur le plateau, président du Panathlon Wallonie-Bruxelles ASBL. Et nous accueillons aussi ce matin des sportifs extraordinaires qui sont en course pour les Jeux paralympiques de Tokyo. Piotr Van Montaigu ou Montagu Carolo, un petit peu de fierté cocardière, habitant à Montigny-sur-Sambre, tout comme moi d'ailleurs, et élite de la Ligue handisport francophone en tir à l'arc. Clisson Mapreny de la Ligue handisport francophone en goalball, Ilias Benkadour, athlète handisport en para-athlétisme, et Hubert Ouran, athlète déficient mental de 22 ans qui pratique l'athlétisme. C'est une fierté de les recevoir aujourd'hui. Rien a priori ne les destinait à devenir des sportifs de haut niveau, jusqu'à ce qu'ils bousculent les stéréotypes et fassent de leur handicap un atout. Des athlètes qui sont et doivent, pour tous, être source d'inspiration. Derrière un athlète, évidemment, se cache toujours quelqu'un d'autre. Un entraîneur, un guide plein de confiance, un motivateur.
Messieurs Kevin Jeas, entraîneur handisport au centre de revalidation du CTR Erasme à Bruxelles, et Kevin Brouillard, entraîneur d'athlétisme pour personnes déficientes mentales, sont avec nous pour partager aussi leur expérience. Les différents témoignages et échanges proposés par nos invités nous éclaireront sur le thème du jour, pour rappel, handicap et sport, du plaisir à l'élite sportive jusqu'aux Jeux paralympiques. L'opération « Je marche, je cours, je roule et je nage pour les personnes extraordinaires Go pour Tokyo », qui était un des moyens de réinventer le concept ensemble avec les journées personnes extraordinaires et garder l'attention de nos membres, de nos participants, des personnes ordinaires comme des personnes extraordinaires, a prouvé que la relève d'un défi et la solidarité motivent bien les sportifs et les non-sportifs à se mettre à l'action pour la cause, pour la bonne cause. Les 12 780 km qui séparent Charleroi de Tokyo, ce qui était le challenge, ont largement été atteints, voire même dépassés, grâce à la mobilisation des citoyens sensibilisés au handicap, à tel point qu'aujourd'hui nous en sommes à 22 000 km et pratiquement retournés à Charleroi, à Bruxelles, en Belgique, même si les Jeux ne sont pas encore ni commencés ni terminés. Quoi qu'il en soit, le sport pour tous tend vers une société inclusive et respectueuse des valeurs et des réussites de chacun, quelles que soient leurs différences ou leur handicap. Le sport, qu'il soit de haut niveau ou de loisir, donne l'opportunité à tout le monde d'initier de nouvelles rencontres, de se découvrir, de se surpasser, mais surtout, ce qui, selon moi, est le plus important, de prendre plaisir à ce que l'on fait. Merci de votre bonne attention. Je vous retrouve après les échanges pour le mot de la fin. Bon webinaire, bons échanges et quelque part un petit peu bon travail à toutes et à tous. Merci de votre attention. Merci, monsieur le député provincial. Alors, nous allons recevoir Anne Dieterhen, qui est la présidente de la Ligue handisport francophone et du Belgian Paralympic Committee, qui prépare, entre autres activités, nos sportifs aux Jeux paralympiques. Mais au fait, de quoi parle-t-on? Réponse en images avant d'approfondir avec notre invité. De Paralympische Spelen zijn de laatste jaren uitgegroeid tot het derde grootste sportevenement ter wereld. Wereldwijd kan de Paralympische beweging dus een gigantische rol van betekenis spelen. Want op deze planeet hebben 1 miljard mensen een vorm van beperking. L'Olympisme a toujours joué un rôle crucial dans le succès des Jeux paralympiques. Et d'ailleurs, les Jeux paralympiques sont organisés 2 semaines après les Jeux olympiques, dans les mêmes stades, dans la même ville. Et le comité organisateur est le même pour les 2 organisations. De Paralympische Spelen zijn het equivalent van de Olympische Spelen voor personen met een fysieke, visuele of verstandelijke beperking. Maar de Paralympische beweging in ons land beperkt zich niet tot die doelgroepen. De G-sportfederaties, Parenté Psylos en Ligue Handisport Francophone hebben immers een sportaanbod voor alle handicapgroepen en bouwen samen mee aan een sterk Paralympic Team Belgium. Les Jeux paralympiques de Tokyo seront les 16e Jeux paralympiques d'été de l'histoire. Et notre pays a été représenté à toutes les éditions, depuis la toute première à Rome en 1960. Au total, notre pays a rapporté pas moins de 258 médailles. En die prestaties werken inspirerend. Wist u dat 7 op de 10 Belgen aangaf een positiever beeld te hebben van personen met een beperking in het algemeen, nadat ze onze atleten in actie hadden gezien op de Paralympische Spelen? Paralympic Team Belgium trouve donc très important de récompenser les performances des athlètes paralympiques. Alors, on vient de voir en résumé le travail mené depuis des années. Alors, Madame Dieterhen, finalement, les objectifs du mouvement, c'est quoi? D'abord, présentons le mouvement. Le Belgium Paralympic Committee est une organisation qui est reconnue par le Comité international paralympique, IPC, au même titre que le COIB est reconnu par le CIO, et a 2 membres, la Ligue handisport francophone et son homologue néerlandophone Parenté Psylos. À 3, ils forment le Paralympic Team Belgium. L'objectif est de représenter évidemment en Belgique le mouvement paralympique et représente en fait tous les handicaps, que ce soit physique, visuel, mental et auditif. Alors, à la vue du reportage, on a pu se rendre compte que le travail semble placé, je dirais, sous 2 aspects. Il y a un aspect encadrement, mais aussi une forme, quand les images sont parlantes, une forme de convivialité. C'est vraiment ce qui structure le mouvement?
Absolument. Nos athlètes ont eu pas mal de difficultés en fin 2019-2020, en tout cas, à se préparer pour les Jeux. Les athlètes de haut niveau ont pu, malgré tout, avec les accords avec l'administration, continuer à s'entraîner. Les jeunes qui arrivaient, évidemment, n'ont pas eu cette chance. Mais nous avons remarqué que nos athlètes ont eu sont un exemple pour nous et nous ont encouragés à d'autant plus les encadrer comme un athlète olympique et méritent la même attention. Et nous sommes persuadés qu'à Tokyo, ils vont défendre nos couleurs d'une manière remarquable. Alors, vous parlez de Tokyo, on va parler de Rio, parce qu'il faut rappeler, on l'a vu, vous avez toujours participé aux Jeux paralympiques. Aux derniers Jeux paralympiques, la Belgique n'a pas eu à rougir de ses résultats. 11 médailles, c'est presque le double de ce que la Belgique a ramené des Jeux olympiques. On ne va pas bouder son plaisir. Alors, un petit retour en images, 5 ans en arrière, ambiance de Rio en images. Zorgt voor een boosting. Ik denk dat iedereen er nu wel super klaar voor is om er morgen aan te beginnen. België beleeft hoogdagen op de Paralympische Spelen in Rio. Je ziet emotioneel een van de prachtigste momenten uit mijn carrière. Finaal op de Spelen, wie kan dat zeggen? Mama, papa, kijk. Een dikke poef gaat er in mijn hand. Dat gaat er in mijn hand. Uiteindelijk ja, kwam ik kort op gaten, maar de lijnen komen ook korter in. Ja. Dus ja, ik wil er van Avermaat doen, maar het is niet gelukt. Dus ja. Yes, yes, we did it! Je vous embrasse tous. Tournée générale. Je suis heureux. Je pense que j'ai pas encore trop réalisé. J'ai lâché beaucoup de larmes là, dès la fin du match, surtout quand Marc est venu et m'a serré dans les bras. Il fallait être en forme le jour J. On l'a été et voilà, et on prend la médaille. C'est beau. Ouais. These games have been uniquely Brazilian and wondrous. I want to thank Rio de Janeiro, Cidade Paralímpica, Cidade Maravilhosa. Donc ça, c'était Rio. On va passer l'océan Pacifique et arriver à Tokyo. Alors les objectifs pour Tokyo, c'est quoi? Faire jeu égal, faire mieux? Et ça, c'est la colle qu'on pose toujours, vu la situation et comment les athlètes ont pu se préparer. Je leur fais une totale confiance, ainsi qu'au staff. D'après le plan stratégique du comité paralympique, nous avions visé 10 médailles. À Rio, nous en avons fait 11.
Et moi, en tant que président, je suis persuadée que nos athlètes feront aussi bien, si pas mieux, et on fera tout pour les aider à réaliser leur rêve qui finalement est aussi le nôtre. Donc je suis persuadée et je compte sur eux pour faire un maximum et ils le feront, c'est clair. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure dans la première partie de l'interview, on sait que les sportifs paralympiques planifient leur préparation pour les Jeux sur 4 ans. Alors ici, il y a eu une année de plus, vous avez dit que ça a été un peu difficile. Alors vous voyez ça plus comme un plus ou comme un frein? Vous qui avez l'habitude de les voir. Moi, je trouve que d'abord, comme je me répéterai souvent, ce sont des exemples pour nous tous. Et le fait d'avoir eu un an de plus, si au début il y a eu un peu de déception, on a tout fait, le staff a tout fait, tout le monde a tout fait, et eux ont tout fait pour continuer à s'entraîner d'une manière remarquable en poussant l'objectif un an après. Et peut-être que ça nous a donné l'occasion pour des athlètes qui arrivaient de leur donner un an d'expérience en plus et nous pourrons peut-être aussi compter sur eux et sur leur engagement pour les Jeux. Donc je pense que cette année a été très difficile pour eux, mais ils ont réussi à montrer encore une fois leur capacité à vaincre et à nous montrer l'exemple. Et je suis persuadée que Tokyo sera une réussite à ce niveau-là. Alors, vous avez évoqué la délégation. On connaîtra la composition bientôt. Vous connaîtrez la composition plus ou moins début juillet. Ce sera une 30aine d'athlètes avec, j'espère, un encadrement optimal. Mais vu les conditions, disons, des Jeux de Tokyo, on se bat pour avoir les cellules nécessaires et indispensables pour le confort des athlètes et leur permettre de réaliser leurs ambitions et de travailler dans les meilleures conditions. C'est compliqué, c'est plus compliqué que les autres années. C'est beaucoup plus compliqué, ça demande encore un plus gros effort d'une part des athlètes, mais surtout de l'encadrement pour prévoir toutes les situations possibles et inimaginables et imaginables qu'on puisse avoir à Tokyo. On sera plus ou moins dans le courant du mois de mai, un peu plus mis au parfum des conditions japonaises. Et fin juin, nous connaîtrons finalement toutes les directives sportives et sanitaires. Mais encore une fois, nos sportifs ont un tel désir de vaincre que je leur fais toute confiance. En tant que président, je suis vraiment très heureuse de pouvoir l'être et d'être à leur côté à tout moment. Alors, vous avez lancé la campagne Road to Tokyo. L'objectif de cette campagne, c'est une campagne de mobilisation ? C'est une campagne de mobilisation, mais surtout expliquer à la population, quand vous voyez les personnes extraordinaires, les personnes en situation de handicap en rue, on les regarde. Et il n'y a pas de mal à ça, c'est comme ça qu'on apprend, mais il faut aussi les regarder quand ils vont performer, et il faut que tout le pays, puisqu'il n'y aura pas de spectateurs dans les tribunes, il est vraiment essentiel que tous les Belges soient derrière eux pour les soutenir, et cette campagne, ça va essayer de faire changer le regard de la société, pas seulement regarder dans la vie de tous les jours, mais montrer que ce sont des exemples et des ambassadeurs du sport. Et le sport est vraiment indispensable tant pour les personnes ordinaires que pour les personnes extraordinaires. Et nous soutenons absolument ce changement dans la société. Et jusqu'à présent, nous devons dire quand même que cette campagne connaît un succès. On a pu le constater sur les réseaux sociaux. Alors, je vous remercie. On va justement la découvrir, cette campagne, qui va nous expliquer pourquoi nous serons tous derrière l'équipe paralympique belge. Merci.
Maïlis Le Chien, notre nouvelle invitée, elle est la directrice générale de la Ligue Handisport francophone, l'un des opérateurs dans le secteur, et elle va nous expliquer concrètement ce que fait la LHF. Bonjour, merci. Alors, la Ligue Handisport francophone est une fédération sportive. Ah, attendez, j'ai un petit souci de... Voilà. Est une fédération sportive reconnue par l'ADEPS. C'est la seule fédération sportive pour personnes en situation de handicap reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour non seulement le sport de loisirs, le sport de compétition, le sport de haut niveau, mais aussi la formation des cadres et des entraîneurs. Comme l'a dit Mme Dieterhen, la présidente du comité paralympique belge, elle est aussi membre du comité paralympique belge. Au niveau de la structure internationale et nationale, la Ligue Handisport fait donc partie, à travers le comité paralympique, de l'IPC, l'International Paralympic Committee, qui est composé de plus de 15 fédérations internationales et de 182 comités paralympiques nationaux. On voit donc que le mouvement paralympique est l'équivalent de la structure olympique au niveau sportif et handisportif. La vision de la Ligue Handisport, c'est d'inspirer la société en permettant à chaque personne en situation de handicap de dépasser ses limites grâce au sport. À travers ses actions, la Ligue Handisport porte un message universel de tolérance et d'inclusion. Les handisportifs ne sont pas des sportifs à part entière, mais ne sont pas des sportifs à part, mais des sportifs à part entière. On a 3 missions qu'on réalise au quotidien. Promouvoir le handisport auprès du plus grand nombre, en proposant une offre sportive variée, de qualité, adaptée aux besoins de chacun. Favoriser la création et soutenir des clubs et des structures qui proposent des activités sportives aux personnes en situation de handicap. On a aussi une mission de haut niveau, qui est une mission de recrutement, de détection et de soutien des athlètes en vue de d'atteindre leur plus haut niveau en compétition. Et on a une mission généraliste qui est une mission de reconnaissance des valeurs du handisport dans la société. On s'est fixé 7 objectifs au quotidien, 7 objectifs sportifs. Ils sont ambitieux, mais ils sont notre trame de fond quotidienne. Le premier objectif, c'est recruter un maximum de sportifs. Nous, on rêve que l'ensemble des personnes en situation de handicap pratiquent du sport. Notre deuxième objectif, c'est augmenter l'offre handisport, c'est-à-dire qu'il y ait un club handisportif dans chaque club sportif valide. Le troisième, c'est permettre à tous de pratiquer du handisport sous toutes ses formes. Le quatrième, c'est inciter et aider les fédérations sportives et les clubs sportifs à accueillir les personnes en situation de handicap en leur sein. Le cinquième, c'est optimaliser la formation des entraîneurs dans toutes les disciplines. Le sixième, évidemment, c'est notre objectif de haut niveau, c'est atteindre le plus de médailles dans les compétitions majeures au niveau international. Et le septième, c'est collaborer avec un acteur fort du handisport au niveau du handicap mental, notre fédération partenaire, la FOA. En quelques chiffres, la LHF, c'est non seulement un accueil pour les 3 types de déficiences, mentale, physique et sensorielle. En parlant de sensoriel, on parle du handicap visuel, mais aussi du handicap auditif. C'est 4000 affiliés et c'est plus de 165 clubs. 165 clubs, c'est encore beaucoup trop peu parce qu'on rêverait que l'ensemble des clubs de la Fédération Wallonie-Bruxelles soient des clubs handisport. Au niveau des disciplines sportives, on est un peu différent des fédérations classiques parce que les fédérations classiques sont des fédérations unisport. Par contre, nous, on est une fédération multisport. On propose en fait l'ensemble des sports que vous trouverez en Fédération Wallonie-Bruxelles pour le handisport. Étant donné que cette offre est très variée, on s'est fixé plusieurs disciplines phares, celles que vous voyez qui sont soulignées sur mon slide, afin de les développer. Et l'idée, c'est de petit à petit d'intégrer ces disciplines au sein des fédérations valides pour après pouvoir développer de nouvelles disciplines. Alors, on a 3 types de clubs. On a le club handisport pur. Là, souvent, ce sont des clubs multisports et multi-handicap dans lesquels les personnes peuvent pratiquer plusieurs sports de manière différente la semaine, pratiquer 2 heures d'athlétisme, 2 heures de natation, ou ne faire que l'athlétisme ou que la natation, mais dans un même club. On a des clubs en intégration. Là, par exemple, c'est l'exemple d'un club de basket qui a créé une section d'handi-basket parce que le handisport ne peut pas se pratiquer en même temps que le sport valide. Vous comprenez que si des chaises de basket se confrontent aux jambes du sportif valide, ce n'est pas possible et ça met le sportif valide en difficulté.
Par contre, on a aussi des clubs en inclusion complète. Là, c'est l'exemple, par exemple, du club de natation qui accueille des sportifs paralympiques dans ses couloirs et le sportif fait les mêmes entraînements que le jeune en natation classique. Alors, pour continuer dans les chiffres, et là dans des actions plus de terrain, la LHF a signé maintenant depuis 2013 plus de 27 collaborations avec les fédérations sportives francophones. Et avec elles, au quotidien, on essaye de mettre en place des actions handisport, que ce soit en promotion, en accueil, en formation, en développement de compétition. Nous avons plein d'actions pour accompagner les fédérations sportives dans leurs actions quotidiennes pour réaliser au mieux une offre complètement inclusive. On organise, pas pendant les années Covid évidemment, dans les années normales, plus de 40 journées de loisirs, de promotion et de sensibilisation. On soutient régulièrement les clubs organisateurs de compétitions handisport. En 2019, on avait plus de 30 organisations. 2020, un peu moins. On espère que 2021 puisse reprendre. Et alors, on a la chance d'avoir 32 sportifs sous statut ADEPS, c'est-à-dire des sportifs qui ont atteint un certain niveau de performance qui permettent de les considérer comme sportifs de haut niveau. Vous aurez l'occasion tout à l'heure de rencontrer Clisson Mamprény qui va vous expliquer son travail quotidien. On organise plus de 50 classifications par an. La classification, c'est la catégorisation des athlètes handisport dans les différentes disciplines sportives. On organise aussi plus de 20 sensibilisations en handisport dans le milieu médical et paramédical. On a remarqué que trop peu d'experts du milieu médical et paramédical faisaient la promotion du handisport. Et donc, on les accompagne eux aussi au quotidien afin qu'ils fassent avec nous la promotion des bienfaits des activités physiques et sportives. On on forme plus de 100 personnes par an au niveau de la formation des entraîneurs. On forme aussi au niveau des hautes écoles et des universités les futurs professeurs d'éducation physique et futurs accompagnants du monde du sport. Et on organise plus de 30 sensibilisations dans le milieu scolaire. On tient à sensibiliser les enfants de l'enseignement ordinaire au handisport afin que le jour où ils aient un petit copain de leur classe qui est en situation de handicap, qu'ils puissent pratiquer du sport avec lui. Alors, on a quelques projets phares qui permettent de mieux accompagner nos sportifs. On a mis en place toute une cellule de prêt de matériel en collaboration avec l'ADEPS parce qu'on avait remarqué qu'un des grands freins pour ouvrir une discipline, une section handisport au sein d'un club valise, c'était le matériel handisport. Donc, on a investi énormément dans des chaises de sport, du matériel de boccia, du petit matériel handisport afin que les clubs puissent venir louer gratuitement du matériel et offrir une offre de qualité à leurs membres. On a mis en place la labellisation des clubs afin d'avoir des critères de qualité pour que le membre puisse aller dans des clubs qui ont une reconnaissance tant sur la formation que sur la compétition handisport. On a, grâce à CAP 48, mis en place maintenant il y a 3 ans un grand projet CAP sur le sport qui permet d'intégrer le handisport au sein des centres de revalidation. Tout à l'heure, des collègues vont vous le présenter aussi un peu plus amplement. Et alors, on a mis en place un projet scolaire qui comprend 3 grands axes, la formation des enseignants, un programme de sensibilisation des écoles valides et alors un Handisport School Trophy qui est un peu le rétro-trophy du handisport. Je vais maintenant vous présenter une petite vidéo de promotion du handisport pour les jeunes essentiellement. Rêver, jouer, s'amuser, gagner, partager, se dépasser, prendre du plaisir, être en pleine forme, oser. Quel que soit ton âge, ose le handisport. Pour ta santé, trouve le sport qui te convient sur handisport.be avec le soutien de la Wallonie, de la COCOF et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous recevons maintenant Eric Bowens. Alors Eric Bowens, c'est un homme qui aime relever les défis. Éducateur dans un centre pour personnes handicapées, il mène depuis des années un travail quotidien pour l'intégration des personnes extraordinaires par le sport.
Il a porté la flamme olympique en 2012, excusez du peu. Entre autres, c'est un fervent défenseur du fair play dans le sport et il est ambassadeur du Special Olympic Belgium. Je lui cède la parole. Oui, bonjour. Voilà, d'abord, les Special Olympiques, simplement ce que c'est, ça fait partie d'un mouvement international qui est repris dans plus de 162 pays dans le monde. Elle offre la possibilité à des personnes porteurs d'un handicap mental à partir de l'âge de 8 ans de pratiquer un sport, grâce toute l'année aux fédérations comme la FOH ou la FEMA, et qui, à un certain moment, vont participer aux Jeux nationaux. Chaque année, nous avons des Jeux nationaux qui regroupent plus ou moins 3500 athlètes dans 22 sports différents sur 3 jours. Et nous avons des Jeux mondiaux et des Jeux européens. Mais aujourd'hui, mon intervention, elle va être différente des autres, car je vais vous expliquer plus ou moins dans les grandes lignes les différents moyens que j'ai utilisés avec l'aide de Special Olympiques et certaines fédérations, comme la FOH, il y a 35 ans, qui est devenue la FOA, pour que les médias, les politiques et la société prennent conscience que tout le monde pouvait pratiquer un sport et savait pratiquer un sport, maintenant avec certaines adaptations. Alors, ça va vraiment être différent, donc je vais vous expliquer vraiment les grands points en résumé, parce que je pars d'il y a 35 ans et j'ai 10 minutes. Donc d'abord, lors des premiers Jeux Special Olympiques où moi j'ai participé en tant qu'éducateur, je suis arrivé il y a 34 ans et j'ai remarqué tout de suite que dans ces Jeux, il n'y avait personne. Il n'y avait pas de médias, il n'y avait pas de politique, il n'y avait pas trop de sportifs de haut niveau qui venaient voir. On était seuls. Donc pendant trois jours, avec un village olympique, des réceptions, des fêtes, on se retrouvait généralement avec comme public les familles. Vraiment, c'est un sujet qui m'a pris à cœur et je me suis dit non, ça ne va pas, ce n'est pas possible. Et l'année d'après, je suis parti aux Jeux mondiaux à Barcelone, et là j'ai vu un peu comment fonctionnaient les autres fédérations, les autres pays. Quand je suis revenu, après beaucoup de discussions avec Special Olympiques, j'avais envie de leur proposer quelque chose, mais naturellement, à ce moment-là, donc il y a plus de 30 ans, je voulais miser sur la provocation, parce que écrire des lettres aux médias, à chaque fois, j'avais le même retour. C'est un sujet délicat, c'est difficile, c'est pas évident. Donc, je me suis dit, on va jouer la provocation. Donc, j'ai parlé avec Special Olympiques d'une idée que j'avais, qui pouvait faire énormément des vagues, c'est-à-dire que les médias allaient sûrement poser énormément de questions, les gens, des parents, des personnes porteurs de handicap allaient sûrement réagir. Donc mon idée, c'était, pendant ces Jeux, lors d'une soirée, faire venir un groupe de musique qui, à ce moment-là, on les entendait partout, avec un tube que tout le monde chantait. Et je me suis dit, on va les faire venir au Jeu, on va inviter les jeunes autour, ce sera un concert gratuit. Donc ce sera peut-être le début de l'intégration, avec une bonne communication pour expliquer le pourquoi et comme quoi ce jour-là, ce serait une fête. Naturellement, il a fallu en parler aux associations de parents, parce qu'à Special Olympiques, on a une association de parents, pour avoir leur aval, pour voir comment ils pouvaient voir les choses, en sachant qu'on allait avoir des retours. Donc voilà, l'idée que j'ai eue, c'est de faire venir à ce moment-là un groupe qui s'appelait les Benny B, qui était un premier groupe de rap, et qui chantait tous « Mais vous êtes fous !» et tout le monde criait « Oh oui !» Donc naturellement, on a eu le retour qu'il fallait, tous les médias et certaines associations ont crié au scandale, et à ce moment-là, on a dit écoutez, voilà, on vous invite, vous aurez un laissez-passer, vous venez 2 heures avant le concert, et on vous fait visiter les Jeux, on vous explique, et après vous avez carte blanche, vous pouvez rencontrer qui vous voulez. C'est vrai que je n'ai pas trop bien dormi la nuit d'avant, mais en tout cas, ça s'est passé très très bien. Les journalistes ont fait des retours très positifs. Naturellement, on avait participé à quelques débats et interventions radio, parce que certaines personnes étaient choquées que ces chanteurs allaient dire « vous êtes fous, vous allez voir 3500 personnes crier au oui ». Et bien justement, ça a été tout à fait autrement, c'est-à-dire que nous avons des retours positifs, ils se sont rendus compte que la personne portée handicap pouvait avoir un 3e degré. Les jeunes qui sont venus là, c'était une grande fête. Donc après, on a joué sur le fait qu'on avait gardé ce contact, avait pris contact avec la presse et certains politiciens. Donc on s'est dit on continue. Donc on a commencé à organiser des journées hors cadre des stades, c'est-à-dire dans des parcs d'attractions, dans des châteaux, dans des plaines de jeux, où à chaque fois il y avait des stands d'animation, mais également des stands de sport de démonstration où les visiteurs pouvaient venir participer, et aussi les familles. Les familles qui n'osaient peut-être pas dire nécessairement « j'ai un enfant handicapé, j'ai
un enfant qui est peut-être difficile et qui venait, qui s'essayait au sport et après on les dirigeait vers les fédérations. Et voilà, c'est le lien. Naturellement, petit à petit, la société prenait conscience que ces sportifs pouvaient pratiquer un sport. Donc voilà, donc on a joué là-dessus. Et puis un jour, j'ai eu la chance de rencontrer M. Jacques Roch et on pouvait lui poser des questions. Et je lui dis, voilà, je ne comprends pas comment, dans les événements sportifs en Belgique, on n'invite pas les personnes porteurs d'un handicap qui savent faire un sport, simplement pour montrer ce qu'ils savent faire. Et je me souviens qu'il m'a répondu à ce moment-là, la même chose que les journalistes, c'est un sujet délicat, c'est difficile, c'est pas évident. Moi, il suffit de ça pour que je me dise, on va essayer de faire le contraire. Donc, on a réfléchi. Et puis, j'ai proposé aux Special Olympiques à ce moment-là et aux fédérations d'organiser. Il y avait dans ma ville un grand événement sportif qui était un grand jogging. Et je me suis dit, on va essayer de faire quelque chose. Donc, faire un pré-départ sur 1 kilomètre ou 2 kilomètres où moi, j'aurais invité des sportifs de haut niveau, des athlètes paralympiques et des Special Olympiques. Et puis voilà, on aurait fait des stands de démonstration, on aurait amené le public et c'est aussi montré que les sportifs savent accueillir des athlètes différents parce qu'on est tous dans la famille du sport. Donc voilà. Et après, on s'est rendu compte qu'en envoyant un beau courrier avec une belle lettre, une belle en-tête, signée par notre directeur général, nous n'avions pas trop de réponses. Donc on a fait différemment. On s'est dit, moi je vais écrire. Donc j'ai écrit un courrier avec des mots et des paroles d'un éducateur. Donc voilà, en disant, j'ai envie de faire ceci, voilà pourquoi, quel est mon but. Et naturellement, on a fait aussi, c'est qu'à ce moment-là, on n'avait pas les réseaux sociaux ni les GSM, donc c'était un gros bottin, c'est un gros livre, comme un gros dictionnaire avec numéro de téléphone. Et puis j'ai commencé à prendre les numéros de chacun, commencé à téléphoner. Et on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, le retour était tout à fait différent. On a eu des sportifs de haut niveau qui ont dit, OK, on vient. On a eu des sportifs paralympiques, on a eu d'autres sportifs connus dans les régions qui ont participé. Et alors, je me suis dit, il faut un lien. Alors le lien, j'habite pas loin du Shape à Casto, et je savais qu'il y avait un sportif là qui avait porté la flamme des Jeux de Los Angeles. On s'est dit, voilà, le lien va être créé entre tous ces sportifs, ça va être la grande fête du sport, la famille du sport. Et chance extraordinaire pour les Special Olympiques cette année-là, c'est que Pascal Duquesne a eu la Palme d'Or au Festival de Cannes, en tant qu'acteur, athlète chez nous en natation. Donc je dis, on va aussi le faire venir. Donc naturellement, avec tout cela, on a eu un retour énorme des médias. Cette fête a été une grande fête du sport. C'est vrai qu'on était vraiment très inquiets, mais ça a fonctionné. Alors c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, on se dit, tout est possible. Maintenant, ce n'était pas encore gagné. Je vous parle de ça il y a 20 ans. Après, suite à cela, j'ai eu la chance d'être invité dans une réunion au Comité olympique belge parce qu'à ce moment-là, il y a M. Alain Dewaal qui était, et qui est toujours, je crois, secrétaire de la Fondation Bellay-Latour, qui travaille et qui fonctionne dans le milieu du sport olympique, voulait créer une journée et un colloque sur le sport pour tous, et cela au cinquantenaire. Donc je me suis retrouvé à cette réunion avec des gens que moi je trouve fantastiques, des présidents, des directeurs, mais Madame Ditteren déjà était là aussi. Et pour l'anecdote, c'est vrai que tout le monde a commencé à essayer de travailler sur un point, c'était le sport pour tous. Donc pour moi, d'être invité, c'était gagné. Et je me suis dit, c'est fantastique. C'est vrai que quand je suis revenu chez moi, je me suis dit, mais Eric, qu'est-ce que tu fais là? Ce sont tous des dirigeants, des gens très haut placés. En plus, pour la petite anecdote, c'est à un certain moment, il fallait avoir l'accord du ministre des Sports. Je ne sais pas si Mme Dutteren s'en souvient. Et il y a un monsieur qui dit, pas de problème, je vais lui téléphoner tout de suite. Je me suis dit, où? Donc j'ai renvoyé un mail à ce monsieur Dewaal en disant, écoutez, voilà, moi je ne suis pas à ma place. Et ce monsieur m'a renvoyé un mail, et je l'ai toujours d'ailleurs, en disant, écoutez, voilà, c'est vrai, vous avez raison, nous sommes des décideurs, des présidents, mais des journées comme ça, des colloques comme ça, sans des gens comme vous, on ne sait pas le faire. Et vous, sans nous, vous ne savez pas le faire. Donc à partir de ce moment-là, on a travaillé. Et cette journée a été extraordinaire. Ça s'appelait le Golden Sunday, c'était à Bruxelles. Toutes les activités sportives ont été adaptées à l'handicap, aussi bien physique que mental. Il y avait les Paralympiques qui étaient là et le Comité olympique belge en vue des Jeux de Londres. Et le départ de cette journée a été un moment pour moi extraordinaire. C'était un 4 x 50 mètres
avec des athlètes des 3 comités. C'est-à-dire que vous avez les borlés, je crois, pour le premier relais, vous avez des athlètes paralympiques pour le deuxième, spécialympiques 3e, et nous avions mis les coachs et les accompagnateurs de ces sportifs extraordinaires en 4e relais. Donc pour moi, oui, ne vous inquiétez pas. Pour ça, ben voilà, pour moi, c'était gagné. Alors il faut savoir qu'à partir de ce moment-là, il y a eu les Jeux de Londres, et tout cela s'est mis en place parce que les Jeux de Londres ont fait que c'était un déclic. Les médias ont commencé à en parler, on a parlé du sport pour tous, donc pour moi, le début de l'inclusion, alors qu'on appelait ça l'intégration, a démarré pour moi aux Jeux de Londres. Alors maintenant, je vais simplement vous dire, parce que je ne sais pas expliquer 35 ans de ma vie sur 10 minutes, simplement que quand je vois maintenant le travail des fédérations qui forment des entraîneurs pour devenir coach, qui forment des clubs pour pouvoir accepter l'handisport, ou les personnes extraordinaires, pour moi, je crois qu'on est vraiment sur la bonne voie. Et j'espère revenir un jour, dans 5 ans, et qu'on me dise, ben voilà, tous les clubs de sport en Belgique ont un club handisport et un club pour les personnes extraordinaires. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Invité suivant, c'est M. Christophe de Ramay. Alors, M. Christophe de Ramay, ça fait 21 ans qu'il est actif au sein de la FEMA, la Fédération Multisport Adapté. On pourrait dire, quand on regarde son CV, qu'il y a tout fait avant d'en devenir le directeur. Alors, quelques chiffres, la FEMA regroupe plus d'une centaine de clubs sportifs. Elle compte 3500 membres environ, j'ai arrondi. Et son objectif est à la fois simple et ambitieux, comme va nous l'expliquer M. Christophe de Ramay. Merci, bonjour. On vous a parlé jusqu'à présent des exploits des Belges dans les Paralympiques des années précédentes et des espoirs pour les Jeux de Tokyo. Et nous croisons tous les doigts pour que, évidemment, nos athlètes brillent dans les Jeux olympiques qui se profilent à l'horizon à Tokyo et nous ramènent évidemment un maximum de médailles. Je vais, moi, vous parler plutôt des spectateurs, en fait, ou plus exactement des téléspectateurs. Si je reprends l'intitulé de la conférence, c'est-à-dire du plaisir à l'élite sportive jusqu'aux Paralympiques, je vais, moi, plutôt vous parler du plaisir et de toutes ces personnes qui pratiquent une activité sportive, un sport, uniquement pour le plaisir. Pas oublier que, comme d'ailleurs pour le sport valide, la majorité des personnes pratiquent une activité pour le plaisir sans velléité vers le haut niveau. Quelle que soit d'ailleurs la raison pour laquelle ces personnes n'ont pas accès à ce sport de haut niveau. Je vous parle de ces personnes parce que c'est essentiellement de ces personnes que se compose le public de la Fédération Multisport Adapté, la FEMA pour les intimes. J'oublie de passer... voilà. Donc le public de la FEMA se compose de personnes de tout type de handicap ou de tout type de déficience. Donc l'handicap mental, l'handicap physique, l'handicap visuel bien sûr, mais aussi les personnes autistes souffrant de troubles du comportement, des personnes souffrant de troubles 10, comme on dit, les personnes polyhandicapées. On retrouve aussi des personnes souffrant de maladies chroniques, comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson. Comme vous l'aurez compris, la FEMA est donc la Fédération francophone de sport adapté de loisirs, reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et celle-ci a la chance de pouvoir s'appuyer sur deux des plus grandes associations représentant des personnes en situation de handicap, que sont l'ASPH et Alteo. Ces deux associations ne manquent jamais d'ailleurs de nous rappeler la vision centrale qui est celle de la FEMA, c'est-à-dire le fait de mettre au centre de toutes les actions et de toutes les réflexions la personne en situation de handicap. Ce qui en découle un objectif qui est évident et convaincu de tous les bienfaits liés à la pratique du sport en termes de santé mentale tant que physique, mais aussi en termes d'intégration dans la société. L'objectif, c'est évidemment de permettre à toute personne déficiente de pratiquer une activité sportive, de préférence de son choix, évidemment, adaptée à ses potentialités.
La fédération, concrètement, propose toute une série d'activités. Ça va de la journée sportive à l'entraînement, les compétitions de loisirs, des stages, entre autres en collaboration avec l'ADEPS, dans toute une série de disciplines, puisque la FEMA se veut multisport, tout comme d'ailleurs la plupart de ses clubs. Alors, multisport signifierait évidemment qu'il faudrait proposer l'ensemble des clubs, l'ensemble des sports, ce qui n'est évidemment pas possible. Il y a donc aussi le focus sur un certain nombre de disciplines qui sont les disciplines les plus adaptées par rapport à notre public. À côté de ces activités, la formation des moniteurs, des encadrants, des futurs moniteurs est un aspect important que la fédération développe. La fédération propose toute une série, évidemment, de soutiens au niveau de nos clubs. Évidemment, d'un côté, il y a l'assurance que l'on propose aux clubs. On soutient financièrement les clubs par des subsides. On a un système de prêt de matériel aussi pour pouvoir développer éventuellement de nouveaux sports dans les clubs qui le souhaitent. Il y a un accompagnement administratif puisqu'on sait que maintenant, ce n'est pas toujours facile non plus d'administrer un club sportif, et donc on peut soutenir les personnes qui se lancent dans l'aventure, et puis de l'aide à la promotion, de façon à ce que ces clubs puissent essayer de s'agrandir et de pouvoir trouver de nouveaux membres. Je terminerai par un exemple de projet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est le projet Handi-Danse. Donc, ce projet Handi-Danse, avec la danse, on a la chance d'avoir une discipline qui peut s'adapter à tous les types de déficiences. Ce qui fonctionne pour l'instant très bien dans notre fédération, c'est ce qu'on appelle la cyclodanse, c'est-à-dire la danse qui réunit une personne debout et une personne en chaise. À côté de ça, nous souhaitons développer, et nous avons commencé à proposer des formations pour pouvoir former des gens dans des spécialités comme par exemple les maladies neurodégénératives, et une expérience importante que l'on mène avec des personnes qui ont la maladie de Parkinson, pour qui la danse fait partie de leur thérapie. À côté de ça, on travaille sur la formation pour la danse adaptée aux personnes en situation de handicap mental ou les personnes autistes, et on espère pouvoir développer encore plus avant tout ce projet. En conclusion, je dirais que nous souhaitons évidemment, comme je l'ai dit, que les athlètes, puisqu'on parle ici des Jeux de Tokyo, nous ramènent un maximum de médailles et servent, comme ils l'ont fait déjà bien souvent, d'exemple pour que les jeunes et les moins jeunes puissent pratiquer, avoir envie de pratiquer une activité physique, quelle qu'elle soit. Je crois que c'est pour le bien de tous. Merci. Merci à vous. Passons au panathlon. Le panathlon Wallonie-Bruxelles défend le fair play dans le sport depuis 17 ans, mais en fait, c'est un mouvement international. Philippe Ouzio en est le président. C'est un athlète belge qui a participé notamment aux JO de Mexico en 1968, qui n'étaient pas des Jeux olympiques tout à fait comme les autres, il faut le rappeler. Alors j'aurais peut-être une question à vous poser. On voit à peu près tous ce que c'est que le fair play, mais s'il fallait le définir, vous diriez quoi ? C'est une très bonne question. En fait, le fair play, c'est une série de règles de comportement qui permet qu'un sportif se sente bien dans sa peau, qu'il se sente bien avec son encadrement, qu'il se sente en harmonie avec son équipe, qu'il soit jusqu'au boutiste, mais qu'il en même temps il respecte et la victoire et la défaite. C'est en fait un homme bien. Voilà. Donc nous sommes pour les gens qui pratiquent le sport avec ce fond-là qui est de dire à un moment donné cette partie de la société. Et j'ai toujours coutume de dire que les valeurs du sport, telles qu'on les connaît, que ce soit le respect, l'esprit d'équipe, le jusqu'au-boutisme, le fair play aussi, mais tout ça c'est une grande famille, bien, ce sont finalement des valeurs universelles. Et donc les inculquer dès le départ
pour chacun d'entre nous, est une manière de pouvoir perdurer dans la société en passant à travers celle-ci comme un beau passage plutôt que de le voir de façon un peu pénible de temps en temps. Voilà pour ce qui concerne cette brève intervention à propos de cette définition. Il y a autant de définitions d'ailleurs, je crois qu'il y a quasi de sportifs. Et puis alors la question qu'on peut se poser et sur laquelle j'aimerais évoquer un instant notre position, est-ce qu'on peut même imaginer qu'il y ait un fair play par type de sportif? Mais bien sûr que non. Je crois que le monde, la société civile, le monde dans lequel nous sommes, que ce soit le sportif classique, que ce soit le sportif extraordinaire, que ce soit celui qui a un handicap mental ou un handicap physique, bien, nous faisons partie de cette grande famille. Et donc, il y a un mot curieusement pour lequel je ne suis pas du tout favorable. Je n'aime pas la notion d'inclusion. Naturellement, nous sommes les uns à côté des autres, les uns pour les autres, les uns dans l'entraide de son partenaire ou de son accompagnant. Et donc, franchement, quand je me rends compte qu'il y a un élément unique dans la vie de la société et la vie du sport, c'est qu'il n'y a que 3 associations dans le monde entier qui ont la chance, si j'ose dire, de pouvoir allumer, dites la flamme de l'espoir, en Grèce. Les 3 associations, c'est bien évidemment le CIO, c'est bien évidemment le mouvement Paralympics et c'est Special Olympics. C'est bien la preuve qu'à un moment donné, quand il a fallu faire une unité entre tous ces sportifs, on a considéré qu'il y avait un berceau. Et ce berceau, c'était, dans ce cas-ci, la Grèce. Et nous sommes convaincus que finalement, moins on parlera d'inclusion, plus on la vivra comme étant quelque chose de naturel, d'être avec un autre type de sport. Et quand je regarde les Jeux paralympiques, je serai, ma chère Anne, un sportif, bien sûr, un ancien sportif attentif, mais je vis des épreuves qui ne sont pas à mettre en comparaison avec un autre sport. Ce sont d'autres épreuves avec d'autres sportifs, avec des performances de grande qualité que le sportif dit qui aura terminé les Jeux olympiques n'aurait pas pu faire. Et c'est la même chose que je vis quand j'ai la chance de pouvoir rencontrer dans d'autres domaines, dans le domaine beaucoup plus du loisir, celui des Special Olympics. Donc l'inclusion, curieusement, ça devrait devenir un autre débat. Ça ne devrait plus être aujourd'hui un point d'actualité. Et je dis bien qu'aujourd'hui, dans cette société qui est la nôtre, on doit se rendre compte qu'une famille sur 4 vit avec une forme de handicap. Une famille sur 4 présente un jeune, un moins jeune, un parent qui est en situation de handicap. Eh bien, si à un moment donné, il y a une chose qui nous rapproche, eh bien, ce sont toutes les valeurs sociétales qui sont les nôtres. Et c'est pour ça que dans notre cas, en tant que Panathlon Wallonie-Bruxelles, nous ne voulons pas faire de clivage. Et je suis toujours très heureux et très, très fier de dire que toutes les fédérations qu'on a entendues ce matin, que ce soit la Ligue Handicap Sport francophone, le Special Olympics Belgium et la Fédération Multisport Adapté, tout le monde fait partie de cette grande famille avec les autres interfédérales du sport qui font partie du Panathlon. Alors, donc, je dis clairement que la dynamique des valeurs est identique. Et je voudrais reprendre ce petit dessin qui a l'air anodin comme cela, et ça me permet de faire doublement référence à la province de Hainaut qui nous reçoit, puisque tout à la fois notre slogan « Le fair play est un sport » est un slogan qui est valable pour tous les sportifs tout le temps et toujours, et que grâce effectivement à la province de Hainaut, nous avons pu maintenant mettre en place un projet où tous les sports et tous les sportifs auront finalement leur petit personnage, chaque fois en liaison avec le sport qu'ils pratiquent. Clairement, la dynamique de ces valeurs doit être la même. Raison pour laquelle, dans notre état d'esprit, il ne peut y avoir d'action qui puisse être simplement ciblée sur les uns et sur les autres. Je ne parle pas, bien sûr, du rôle des fédérations. On a bien entendu de leur importance. Mais quand les valeurs sont transversales comme les nôtres, il ne peut pas y avoir
ce genre de clivage. Et c'est la raison aussi pour lesquelles, que ce soit dans nos 1000 km du fair play, que ce soit dans nos actions comme les concours d'art graphique, que ce soit dans la façon dont on dynamise la mise à l'honneur de sportifs qui font acte de fair play, eh bien, on ne fait pas de clivage. Le jury est le même, effectivement, que ce soit un acte qui soit proposé par un sportif de haut niveau classique ou un amateur ou un bénévole, ou que ce soit un sportif présentant un handicap ou qui soit lié directement à une famille qui elle-même connaît des problèmes de handicap mental pour un des leurs. Il n'y a donc pas clairement de clivage dans notre esprit. Et je reprends, puisque je sais qu'il faut... Voilà. Voilà. Donc, prendre un exemple qui le prouve. Quand on reprend ces quelques photos, qui font partie d'ailleurs de notre grande exposition, l'esprit du sport, eh bien, l'esprit du sport, c'est effectivement la jonction entre toutes ces familles du sport. Et quand vous voyez la jeune fille qui appose sur la photo le mot amitié, eh bien, elle n'a pas constaté que ce sont deux des lauréats du marathon de New York et qui sont en chaise. Elle ne le voit pas. Elle voit simplement, effectivement, son geste, c'est de dire il s'agit d'un moment d'amitié entre les gens. Il ne s'agit pas du tout de dire, tiens, ils sont différents des autres. De la même façon où nous avons dans cette même exposition, pour bien montrer que nous sommes en symbiose avec les uns et avec les autres, effectivement, ces visages exceptionnels de ces sportifs qui participent à ce moment unique, un peu, qui sont ces journées du sport pour les handicapés mentaux qui fêteront cette année-ci, malheureusement, comme beaucoup d'entre nous, des jeux particuliers, puisque ce seront des jeux virtuels. Ce que nous voulons démontrer, c'est qu'à un moment donné, cette grande famille du sport, quand on se rend compte qu'aujourd'hui, en Belgique, il y a plus de 2 200 000 personnes affiliées à un cercle sportif, mais ce n'est pas le cas, je dirais, de l'ensemble des sportifs qui pratiquent un sport sans être en fédération, eh bien, je dirais que toutes ces valeurs que l'on inculque, toutes ces valeurs que nous essayons de faire passer, elles passent nettement mieux par le truchement, justement, de ces sportifs qui sont tout à la fois extraordinaires, parce qu'ils font des performances extraordinaires, parce qu'ils sont extraordinaires simplement parce que leur état d'esprit est encore particulier. Quand on vient de vivre la pandémie, que nous avons déjà tellement mal vécue, on peut imaginer que l'encadrement ou les sportifs présentant un handicap quel qu'il soit l'ont vécu encore plus difficilement que nous, si c'était possible. Eh bien, nous avons donc l'obligation de nous dire que nous ne formons qu'un tout et que, clairement, aujourd'hui, notre rôle, c'est de faire en sorte que chacun à notre niveau, chacun dans nos fédérations, chacun dans notre rôle de coach, d'entraîneur ou finalement d'accompagnant, eh bien, nous ayons cette envie, au-delà du sport, au-delà de la performance, cette envie de faire passer un état d'esprit. Cet état d'esprit, finalement, est un état d'esprit de relation à l'autre et finalement le lien social. C'est ce que nous faisons primer par-dessus tout. Ce lien social est en fait notre combat de tous les jours pour que ce lien social soit fort, et il soit fort quelle que soit la personne avec laquelle nous vivons. Voilà mon message de ce jour. Merci beaucoup pour ce message. Alors, je vous propose de passer à la deuxième partie de notre matinée avec des témoignages sur des actions de terrain ou des actions plus particulières. Mais auparavant, il faut rappeler que les Jeux paralympiques de Tokyo, c'est près de 530 épreuves dans 22 sports, dont le paradressage. À ce titre, nous aurions dû recevoir Barbara Minecci, double médaille de bronze à l'Euro 2019 et qui a déjà participé 2 fois aux Jeux paralympiques. Elle n'a malheureusement pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Je vous propose quand même de découvrir son portrait en images dans ce reportage de la RTBF. C'est l'une des belles histoires de ces championnats d'Europe d'équitation. L'histoire d'un duo, d'une complicité entre Barbara Minecci et Stuart, son fidèle acolyte. Barbara monte depuis l'âge de 16 ans, mais à 25 ans, tout a basculé. J'ai eu un cancer et j'ai eu des lésions suite aux chirurgies liées au cancer. Et j'ai ma jambe gauche qui est paralysée et ma jambe droite qui est fort limitée musculairement et qui ne sait plus s'écarter.
Après un break de 10 ans, Barbara revient à la compétition. Elle enchaîne les Jeux Olympiques de Londres, puis ceux de Rio. Vient alors ses championnats d'Europe à Rotterdam. Dans l'épreuve du paradressage, Barbara et Stuart excellent. Leur note, un peu plus de 70%. Résultat, les voilà 3e. Mais ce n'est que provisoire, car certains de leurs concurrents doivent encore prester. Ça s'est vraiment bien passé. Il était très à l'écoute, très concentré et il a fait vraiment tout ce qu'il a pu pour m'amener à la fin de l'épreuve. Donc c'était mon but et c'était de passer au-dessus des 70. Donc c'est bien, on est content. Et après de longues minutes de suspense, le verdict tombe enfin. Ta première médaille. Pourquoi c'est si extraordinaire que ça? Parce que j'étais pas venue pour une médaille, et j'étais venue pour l'équipe. Et voilà, c'est ma première médaille de toute ma carrière. Je suis vraiment contente. Et donc j'ai une bonne sensation. Mon cheval a donné tout ce qu'il pouvait. Une médaille de bronze qui, on lui souhaite, en appellera d'autres. En attendant, Barbara peut faire la fête et rêver déjà des JO de Tokyo. Nous recevons à présent Kevin Joas, entraîneur handisport au centre de revalidation du CTR Erasme à Bruxelles. Avec lui, nous allons évoquer le projet Cap sur le sport, qui a déjà été évoqué précédemment. Un projet qui existe depuis 2017. En sous-titre de votre exposé, vous dites « Du plaisir à l'élite sportive jusqu'aux Jeux paralympiques ». C'est exact. Donc on vous écoute, on est pile dans le thème. Magnifique. Mais du coup, là, j'attends juste la télécommande. Oui, ça peut être utile. Merci. J'attends la première dia. Voilà. Donc, le projet Cap sur le sport. C'est un projet qui, en effet, a été initié par Cap 48 et la Ligue handisport francophone en 2017, avec comme objectif utiliser le sport comme étant un outil de rééducation. Ce projet est né dans 3 grands centres. Donc, le centre à Esneux, qui représente l'Université de Liège, l'hôpital Saint-Luc, qui représente l'Université de Louvain, et alors le CTR, qui représente l'Université de Bruxelles. Le projet, c'est aussi bien de l'achat de matériel que l'engagement de 3 coachs handisport, un dans chaque centre, du coup, pour être en contact direct avec les futurs sportifs. Suite à ça, depuis peu, il y a également le centre William Lennox, qui se trouve à Ottignies, qui a rejoint le projet avec notamment son ASBL Revaliti Sport. Les bienfaits du handisport. Premièrement, le psychologique. Là, ici, comme on peut le voir sur la photo, c'est un ancien patient du centre à Esneux qui fait sa première sortie en handbike. Et du coup, on peut voir sur la droite de l'image son fils et son épouse, du coup, qui le regardent pour la première fois. Quand on voit les sourires aussi bien sur le sportif que dans son entourage, on prend du coup conscience que le psychologique est un facteur super important et un bienfait essentiel. Ensuite, les bienfaits, forcément, sont physiques, psychologiques et sociaux. Physique, parce que voilà, c'est un complément à la rééducation. Ça permet d'avoir un entretien au niveau du corps. Physiologique, notamment avec toutes les composantes cardio-respiratoires. Et alors social, ça permet de sortir de chez soi, de retrouver un groupe d'appartenance après avoir subi un traumatisme. Là, du coup, on va montrer une petite vidéo qui montre le transfert effectué par justement ce même ancien patient du centre du CHU d'Esneux. En lien, du coup, l'importance entre le travail de renforcement musculaire et du coup le lien entre le projet dans la rééducation et du coup les activités de la vie quotidienne que le patient sera amené à effectuer dans sa vie. Donc là, ici, on voit les différents transferts, que ce soit sur un lit, que ce soit au sol, que ce soit dans son véhicule. Du coup, tous ces transferts-là sont indispensables pour que cette personne puisse pratiquer une activité sportive de façon tout à fait autonome. D'accord. Ensuite, les 5 grandes étapes basées sur le modèle que nous, on utilise au CTR.
Du coup, ça consiste à la prise de contact, parce que voilà, pour moi, c'est super important de prendre un temps pour s'arrêter avec la personne. Elle vient vivre un traumatisme, alors on lui présente le projet sportif pour lui faire prendre conscience que si elle le souhaite, parce que c'est avant tout un choix, à un moment de sa rééducation, elle va pouvoir utiliser le sport comme étant un outil de rééducation, mais aussi comme étant un outil pour réexister à travers un projet de son choix. Ensuite, il y a l'étape 2, la remise en condition physique. Donc là, ce sont des séances individuelles où là, on part du projet aussi bien thérapeutique que du projet du patient pour du coup le reconditionner à l'effort. Ensuite, au CTR, on a une section multisport du coup, qui invite une trentaine de patients tous les mercredis, forcément hors Covid, à se rendre dans un complexe sportif et du coup découvrir 4 disciplines sportives qui sont la boccia, le badminton, le tennis de table et alors le basket. Et ensuite, quand le patient souhaite aller un peu plus loin, on a un panel d'activités à l'ASCTR, qui est notre club sportif, où je vous présente le panel juste après. Et là, du coup, il s'investit dans une discipline, comme c'est le cas avec Ilias, avec l'athlétisme. Et alors, pour nos patients qui n'habitent pas en région bruxelloise, ou alors qui souhaitent pratiquer un sport qu'on ne propose pas dans notre programme, là, du coup, on les aide à rechercher un club proche de leur domicile, ou alors un club qui correspond davantage à leur discipline choisie. Du coup, ici, vous pouvez le voir, un peu comment nous, on se situe. Au début, nos activités étaient essentiellement situées au niveau du nord-ouest de Bruxelles. Mais du coup, on a pris conscience qu'on avait un rôle sociétal en tant que club handisport. Et donc, on essaie du coup d'élargir nos activités un peu au reste de Bruxelles, comme vous le voyez, avec du coup notamment en bas à droite, le stade Fallon, Sport City à Woluwe-Saint-Lambert et alors aussi le complexe sportif de Jette. Voici le planning de toutes nos activités au niveau de la SCTR. Donc ça, du coup, c'est toutes les activités que le patient peut choisir, du coup, pendant sa phase de rééducation. Et du coup, dans ces sections, se trouvent d'anciens patients ou d'autres personnes à mobilité réduite qui sont passés par le centre de rééducation ou simplement qui sont intéressés par la pratique d'une activité sportive. Et du coup, on peut les retrouver. Et là, on a 11 disciplines différentes. Et là, ici, du coup, c'est le planning des activités de mes collègues à Esneux, qui eux représentent l'ASBL Cap2Sport. Et du coup, on peut voir qu'il y a de nombreuses similitudes comme l'athlétisme, le vélo adapté, le basket, la natation, mais aussi des nouveautés comme le karaté, le handball. Ils ont créé le premier club de handball en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc voilà. Comme je vous le disais, le projet Cap sur le sport, c'est l'achat de matériel, donc c'est l'engagement de 3 temps pleins, mais c'est aussi surtout l'achat de matériel. Quand vous voyez que 10 chaises multisports représentent un total de 31 500 €, imaginez qu'une personne sorte d'un centre de rééducation, elle a déjà le traumatisme psychologique auquel elle doit faire face, elle doit adapter souvent son domicile, son véhicule. Les assurances, pour la plupart du temps, ne sont pas encore arrivées, malheureusement, et du coup, clairement, acheter un vélo à 8 254 €, ça pourrait clairement être un frein à la pratique sportive. Et c'est pour ça que les clubs comme Cap2Sport, comme la SCTR, ont du coup aussi ce rôle d'investir dans du matériel pour le mettre à disposition des sportifs. Et là, du coup, on va découvrir différents témoignages d'anciens patients de chez nos collègues Cap2Sport. Je m'appelle Luc, j'ai eu un accident de moto en 2017. Suite à ça, je me suis retrouvé paraplégique. J'ai été hospitalisé et puis je me suis retrouvé au centre de revalidation au CHU à Esneux. Là, j'ai fait la rencontre de Christian qui était mon kiné et grâce à lui, il m'a fait découvrir Cap2Sport. Ça m'a permis de faire des choses que je ne pensais pas faire avant, comme refaire du ski, faire du vélo, faire du tennis, de la natation. Tous ces sports, on peut les faire avec Cap2Sport. Il s'est créé une équipe de handball et l'objectif c'est de pouvoir essayer de grandir et de faire certains tournois. On en a déjà fait ici il y a peu et pouvoir alors aller en France, aux Pays-Bas ou voire peut-être même en Allemagne et participer peut-être au championnat d'Europe si tout va bien. Je m'appelle Mabel Claus, j'ai 35 ans. Je suis d'origine de Bolivie. J'ai eu mon accident à l'âge d'1 an et demi. J'ai un train qui m'a roulé sur les jambes. Et ma famille m'a fait adopter et je suis arrivée ici à l'âge de 3 ans et demi. Donc c'est en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur Cap2Sport. J'ai trouvé ça intéressant et j'ai pris contact avec un responsable et puis voilà, c'est parti. Ça me permet de me sortir de chez moi et de rencontrer d'autres gens et puis ça fait du bien au moral, principalement pour moi.
Roger Hapsch, j'ai 41 ans, j'ai eu un accident de voiture il y a maintenant 23 ans. Cap Tout Sport, comment je les ai connus? Déjà un peu grâce au jogging des SNE. Ils ont mis ça sur pied pour aider justement les nouveaux patients à découvrir le sport adapté et à pouvoir s'initier dans plusieurs disciplines et voir laquelle pourrait les pousser vers du haut niveau ou de la détente simplement. Mon parcours avant, j'ai fait du vélo pendant 7-8 ans je pense, donc du handbike, un vélo couché, on pédale avec les mains. Donc j'en ai fait en compétition, j'ai participé plusieurs fois à des championnats du monde. Et si maintenant je fais de la chaise d'athlétisme et je fais du 100 et du 200 mètres en sprint. Donc ici j'ai participé au championnat du monde à Dubaï où je finis 4e à 2 dixièmes du 3e. Et je rate la 3e place, donc je suis proche, mais je ne suis pas encore sur le podium, quoi, donc il faut encore bosser. Alors, Elias Benkadour, vous pratiquez le para-athlétisme depuis quelques années, justement avec ce projet Cap sur le sport. Alors, est-ce que vous étiez déjà sportif avant votre accident en 2018 ? Oui, j'étais déjà sportif, je faisais de la boxe et du foot. De la boxe et du foot. Ah oui. Ça va, quoi. Alors, qu'est-ce que le para-athlétisme, ce nouveau sport, finalement, pour vous, qu'est-ce que ça vous apporte ? C'est un défoulement, c'est un divertissement, ou alors c'est considérer que ça fait partie de votre hygiène de vie? En fait, pour moi, c'est déjà tout nouveau, parce qu'avant ça, comme je disais, je pratiquais du foot et de la boxe. Et je suis venu au CTR, au centre de traumatologie. J'ai fait la rencontre de Kevin. Et grâce à lui, j'ai découvert l'athlétisme, parce que je lui ai dit que j'étais un ex-footballeur et boxeur. Il m'a orienté vers cette discipline, mais ça ne me plaisait pas trop, parce que je ne jouais pas avec mes jambes. Et moi, mon but, c'était de jouer avec mes jambes. Et il m'a orienté vers l'athlétisme. J'ai essayé, ça m'a plu. Et de là, je me suis lancé dans cette discipline-là. Vous avez l'athlétisme, c'est très vaste finalement. Il y a une discipline que vous préférez parmi les autres? Oui, c'est le sprint, le 100 et le 200 mètres. Les jambes, comme toujours. C'est ça. Alors, Kevin Jeas, c'est un de vos entraîneurs? C'est un de mes entraîneurs. Oui. Il est comment comme entraîneur? Il est méchant. C'est-à-dire? Non, il est sérieux. Non, il est très chouette, il est très professionnel et il m'a appris énormément de choses depuis mon accident et je suis très fier de l'avoir comme entraîneur. Merci. Alors évidemment, Kevin Jeas, réponse du berger à la bergère. Dans votre manière d'entraîner, est-ce que vous adaptez ou bien c'est le programme d'entraînement et rien que le programme d'entraînement? Non, je pense qu'il faut continuellement adapter. On est face à des personnes qui ont des handicaps qui sont toujours différents. Même un Elias numéro 2 avec une amputation à ce même endroit-là, le corps de la personne a une façon de réagir, une façon de se rééduquer. Et donc, certes, les bases sont les mêmes, mais après, chaque sportif mérite d'avoir un entraînement spécifique. Souvent, je transpose ça comme au basket. Il y a des entraînements spécifiques, il y a des entraînements globaux, mais il y a aussi des entraînements pour les meneurs, pour les pivots, pour les ailiers. Je pense qu'ici, c'est quelque chose qu'on essaie de transposer aussi. Merci beaucoup, messieurs. Alors, on a évoqué le handicap physique dans le sport, mais il y a aussi le handicap mental. Et donc, on vous emmène au Cross de la Dodène, à Nivelles, qui accueillait 40 athlètes handisport pour la première manche de la Handicross Cup. Un reportage de TVcom, la télévision locale du Brabant wallon. Samedi en fin de journée, le Cross de la Dodène s'est terminé différemment par rapport à ces dernières éditions, avec 2 courses dédiées aux athlètes handisport. Il s'agissait en fait de la première manche d'une nouvelle compétition qui vient d'être créée, à savoir la Handicross Cup, et on a eu droit à 3000 mètres d'un bon niveau en tête de la course. Moi, la course à pied, c'est même pas une passion, c'est un hobby. C'est juste j'étais venu même pas dans le but d'avoir une médaille ou de passer à la télé, j'étais venu dans le but de m'amuser et prendre du bon temps. C'était simplement ça aujourd'hui mon but. Et voilà quoi, je pensais même pas à faire de là, mais je suis surpris quoi. Bah ouais, c'est bien couru, et ça va être les premiers, et c'est une même médaille. Je suis content parce que le week-end passé, j'ai fait le marathon de Ravenne en Italie. Pour moi, comme j'avais des jambes lourdes avant de commencer, ça allait. Au commencement du deuxième tour, je sentais que j'avais des jambes lourdes. Alors je dis, on va gérer la course jusqu'à la fin. On va voir ce que je peux faire. Et derrière cette initiative, on retrouve la Ligue Handisport francophone et la FOA, la formation omnisport adaptée. Et ici, l'objectif principal, c'est l'intégration.
C'est vraiment des courses pour le handisport, mais lors des compétitions valides. Comme ça, il y a une rencontre qui se fait entre les coureurs, et c'est toujours quelque chose de sympa. Et puis, ils peuvent aussi être reconnus par rapport à leurs courses et avoir leur chance pour les podiums. Et cette nouvelle compétition semble en tout cas avoir conquis les athlètes concernés. Qu'est-ce que tu penses du fait que ça existe, que ça a été créé? On devrait bien en refaire, m'entraîner tout le temps, et ne pas m'arrêter. C'est une manière de faire comprendre aux gens qui se moquent de moi que j'ai des talents comme eux. Parce que moi je vous dis, avoir une différence, c'est bien parce que regardez, moi je pense que tout le monde est différent. Imaginez-vous si tout le monde aimerait le football ou le standard, ça ferait quoi? Au total, 40 athlètes handisport ont participé à cette première manche, des athlètes qui étaient encadrés par des entraîneurs comme Didier Baudouin du CABW. On va faire un cloche-pied, 2 fois sur un pied, 2 fois sur l'autre. Oui, Didier. 2 fois sur un pied, 2 fois sur l'autre, en alternance. Ça va? On essaie, on vient justement à hauteur et on déboule. Allez, bien 2 et on enchaîne. Voilà, 2. Est-ce que c'est une approche un peu plus spécifique? Bon, on a peut-être un peu plus à l'écoute, un peu plus attentif, hein, parce qu'ils ont quand même d'autres besoins de soutien, et voilà, il y a quand même un peu de stress avant l'épreuve, comme d'autres, quoi. Mais ça se passe bien, ils sont là pour courir, ils sont heureux. Alors, on va envisager un cas particulier, et quand je dis particulier, ce n'est pas qu'une formule. C'est l'Athletic Club Bernissart Belleuil. Nous recevons Kevin Brouillard, qui en est un administrateur, mais aussi un entraîneur de fond et de demi-fond. Et nous recevons aussi Hubert Ouran, qui est un adepte, lui. Alors, Kevin Brouillard est aussi coordinateur sportif à la FOA, membre de la commission technique athlétisme de la Ligue handisport francophone, et je l'ai déjà dit, donc entraîneur d'athlétisme pour personnes déficientes mentales dans son club. Ça vous fait des belles journées quand même, hein. Alors, parallèlement au club, une autre structure s'est créée, l'Athletic Club Bernissart Belleuil Handisport. Alors, ce qui a mené à cette création, c'est finalement c'est une belle histoire. Oui, c'est ça. C'est l'histoire de de deux personnes qui étaient intégrées dans un club valide, donc avec plusieurs entraîneurs. Mais on s'est dit, tiens, il y a plein de personnes déficientes intellectuelles dans la région. Pourquoi on n'essaierait pas d'en intégrer plus? Et on a réfléchi. Ça a pris plusieurs années, mais on a réfléchi à des solutions pour pouvoir les intégrer. Et en 2013, on a créé l'Athletic Club Belleuil Bernissart Handisport. On a commencé avec un groupe de 6 personnes, dont l'objectif était de pouvoir les intégrer. On s'est vite rendu compte que tout le monde ne pouvait pas être inclus ou intégré dans une structure valide. Tout simplement pourquoi? Parce que soit eux ne voulaient pas, soit c'était assez compliqué. Mais par contre, on avait vraiment beaucoup de demandes pour la pratique sportive. On s'est retrouvé après 2 ans avec 20 personnes à suivre. Donc on a dû chercher des partenaires pour pouvoir évoluer. Les partenaires ont été la Ligue handisport francophone, qui nous a et qui nous soutient encore énormément. Et alors la FOA, Formation Handisport Adaptée, avec qui on a pu créer le centre sportif adapté aujourd'hui, qui accueille 125 personnes déficientes intellectuelles et dont 22 personnes sont intégrées avec des structures valides. On a créé, pour arriver à ça, on a créé une pyramide d'entraînement afin que tout le monde puisse avoir un sport. Comme je l'ai dit, l'objectif, ça a été que chacun, peu importe son potentiel physique ou peu importe son degré de déficience, puisse pratiquer l'athlétisme ou un sport. Et on a décomposé en pyramide de suivi. Avec la première phase de la pyramide, c'est le sport santé-loisirs, qui sont dédiés à des personnes d'un handicap plus lourd, des personnes sédentaires, avec qui on met un programme de sport santé orienté vers de la marche adaptée, vers des circuits moteurs, orientation toujours athlétisme, bien entendu. Après, on a l'autre catégorie sport adapté. Là, l'objectif final, c'est de pouvoir les intégrer dans des structures valides. On sait que peut-être que certains n'y arriveront jamais, mais c'est pas grave. On les suit chacun dans leur individualité et on leur fixe des petits objectifs ou d'autres objectifs qui sont des compétitions exclusivement handisport, les compétitions FOA, des compétitions spéciales olympiques. Chacun a son projet et c'est ça qui est important. Ils s'entraînent au minimum 1 fois par semaine
et on leur fixe à chacun un projet sportif. Chacun a son défi, peu importe son handicap. Après, on a les entraînements intégrés et inclusifs. Donc là, ils s'entraînent vraiment avec les athlètes valides. Là, on les suit aussi pas à pas. Au début, c'est de l'intégration. Donc on continue. Ils sont dans les groupes d'entraînement, mais on les entraîne un peu avec des entraînements spécifiques. Et puis, au fur et à mesure, on les inclut dans la structure valide. On en a, comme je l'ai dit, plus de 20 athlètes qui sont maintenant inscrits avec les valides. 20 athlètes, c'est énorme, mais ça a été vraiment étape par étape. Au début, il faut bien dire que ça fait presque 10... On fait ça depuis 2013. Donc, c'est vraiment, on ne les intègre pas tout de suite. C'est beaucoup de travail et beaucoup d'observations pour arriver à ce résultat. Et après, on a les athlètes, évidemment. On a eu des athlètes qui font pas mal de résultats, qui se sont pris au jeu et dont leur objectif, c'est devenu la compétition. Et on a certains talents, donc des athlètes qui ont l'objectif de décrocher un statut à la Ligue handisport et de participer à des compétitions internationales, dont Hubert qui est ici parmi nous. Là, on a actuellement, en termes de performance, même si ce n'est pas l'objectif en soi, on a 5 champions de Belgique au sein de notre structure. Ah oui, quand même. Oui, oui, quand même. Mais encore une fois, je le répète. Mais c'est pas ce qu'on joue les modestes, parce que je le répète, c'est pas l'objectif en soi. Notre objectif, c'est que tout le monde est. Allez, généralement, le grand public, on voit ces médailles, on voit les performeurs, mais ça doit rester un des objectifs. On doit suivre l'athlète, en fait. S'il désire gagner des médailles, on doit être capable de l'épauler. S'il désire aller faire des championnats internationaux, on doit pouvoir les épauler. Mais si simplement son objectif, c'est d'être intégré dans une structure valide, on doit être aussi capable de l'épauler. Et si c'est simplement faire de la marche adaptée, redonner le goût au sport, on doit aussi être capable de les suivre. Et ça, c'est vraiment notre priorité, la priorité de notre structure. En fait, on l'a vu un petit peu plus tôt dans la matinée avec l'opération Go to Tokyo, pardon, je vais y arriver. Quelque part chez vous, ça fait partie de votre ADN, c'est ce que vous faites au quotidien. Changer de regard. Oui, changer de regard. Mais j'ai une belle petite anecdote sur le regard et sur l'inclusion. On était à l'entraînement et il y avait 15 athlètes qui faisaient leur mobilité articulaire avec un stagiaire. Et bon, j'étais sur le côté. Puis il y a un parent qui arrive et qui me dit tiens, Kevin, c'est dommage, tu ne viens plus avec tes athlètes handisport pour s'entraîner. Et je le regarde, je fais mais si, ils sont là. Et ils sont même plus qu'avant, mais on ne les voit pas. Enfin, il n'a plus cette différence. Et là, je pense qu'on est dans de l'inclusion et de l'intégration réussie. Alors, on va poser la question à Hubert. Faire partie de ce groupe, faire partie de ce club, ça a été facile? C'est venu naturellement? C'était une envie? Non. En fait, dès que je suis rentré dans le club de la FOA, mais ça a été tout seul, en fait. Je me suis entraîné de plus en plus. Et quand ça a marché, je suis fait des Jeux olympiques. D'accord. Alors, les entraînements, ça se passe comment? Très très bien, mais c'est un peu difficile parce qu'on doit faire plusieurs exercices, mais ça ne me dérange pas. Et alors, je peux faire faire du sport, c'est mon gène. Et voilà. Donc, vous faites de l'athlétisme? Je fais de l'athlétisme, je fais du fond et lancer du poids. Ah oui. Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Le lancer du poids, et j'ai fait mon meilleur score, j'ai fait 8,97 m. Oui, quand même. Ouais. Moi qui suis un grand sportif, comme vous pouvez le constater, ça ne m'évoque pas grand-chose, mais quand je vois les réactions autour, c'est pas mal quand même. Alors Kevin, c'est la même question que pour Elias tout à l'heure. Il est dur comme entraîneur ou il est sympa? Il est très sympa, mais il a son caractère. C'est-à-dire? Il est gentil, mais moi je n'ai pas de... En fait, il faut faire ce qu'il dit. Voilà, exactement. Alors, vous l'avez évoqué ici tout à l'heure d'une manière plus générale. Donc, par exemple, pour Hubert, comment est-ce que vous adaptez votre entraînement finalement? Mais Hubert, il est passé 2 ans où on a fait des entraînements adaptés. Donc, il a voulu... il y a un de ses copains qui réside avec lui au
aux Chanterelles qui étaient intégrées au sein de la structure valide et il souhaitait vraiment l'intégrer aussi. Donc on a travaillé pendant 1 an avec lui pour pouvoir l'intégrer. Et voilà, pour le moment ça se déroule bien. Pour le moment c'est le Covid, donc il ne vient plus, il n'a plus d'entraînement. Mais sinon voilà, il s'était intégré, il a fait quelques compétitions, il s'en est pas mal tiré. Et ici, il va commencer, il a déjà commencé avec un entraîneur spécifique pour le lancer du poids, afin vraiment d'atteindre ses performances. Eh bien, c'est ce qu'on vous souhaite, de belles performances. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Alors, justement, puisqu'on parlait de performance, nos 2 derniers invités, c'est un peu leur spécialité, puisqu'ils visent le top du top. À tout seigneur, tout honneur, puisque nous diffusons depuis le CME à Charleroi, on commence par le régional de l'étape. Piotr Van Montagu, membre de la Paralympic Team Belgium et qui est un vrai athlète multisport, puisque après avoir tutoyé l'élite du foot fauteuil, il se reconvertit comme archer. Image. Moi, j'ai toujours dit que tout est possible dans la vie, en fait. Malgré mon handicap, j'arrive à tout faire moi-même. Ma philosophie, entre guillemets, c'est tout est possible dans la vie. J'ai été adopté à l'âge de 4 ans, parce que je suis d'origine polonaise, via une ASBL pour personnes à mobilité réduite, évidemment. Et alors, j'étais adopté par une famille bruxelloise. Donc j'ai vécu une 15aine d'années du côté de Bruxelles et tout ça. Puis je suis arrivé à Charleroi à mes 15 ans en internat. Avant d'arriver à Charleroi, j'étais tout le temps enfermé, entre guillemets, dans ma chambre, sur mon ordinateur, toute la journée. Je descendais juste pour aller manger ou pour aller à l'école, mais sans plus, quoi. L'internat m'a permis de me libérer, de pouvoir faire des contacts, m'ouvrir et parler beaucoup plus, quoi. Je me suis toujours adapté aux choses et pas les choses à moi. Je suis complètement autonome, j'ai une voiture, je vis tout seul et tout ça. Mon premier réel contact avec le sport, pour moi, c'est le foot fauteuil. J'ai accroché assez vite parce que justement, j'avais pas de sport, j'avais pas forcément d'activité. J'avais adoré, quoi. Parce que justement, c'était un sport d'équipe et tout ça, quoi. Je l'ai pratiqué pendant 13 ans à peu près. J'ai toujours voulu faire du tir à l'arc, mais j'avais pas trop d'idées de comment faire et tout ça. Puis il y a eu le foot qui me prenait énormément de mon temps. Et du jour au lendemain, en fait, je sais pas, le déclic a fait que j'ai contacté la Ligue Handisport qui m'a donné les coordonnées du club de Cardinal Mercier à Braine-l'Alleud. Il a fallu quand même 1 an et demi pour trouver justement la confection du plastron et tout ça. On a un plastron qu'on a moulé sur mon corps directement. Et au-dessus, en fait, il y a un genre de décocheur. Et je viens accrocher ma corde là. J'ai une palette qui, en ouvrant le menton, décoche la flèche. Et alors, je tiens mon arc avec mon pied gauche, quoi. On dit souvent qu'il faut beaucoup plus de mental que de physique. Parce qu'il faut arriver, entre guillemets, à oublier la flèche précédente. Par exemple, je fais un width, il faut arriver à l'oublier et que la prochaine, c'est bon, on oublie, on passe à la suivante. Ça ne sert à rien de ruminer le passé, quoi. Moi, j'ai toujours dit que tout est possible dans la vie, en fait. Que malgré mon handicap, j'arrive à tout faire moi-même. Ma philosophie, entre guillemets, c'est tout est possible dans la vie. Alors, Piotr Van Montagu, vous faites partie de l'élite de la Ligue Handisport, on vient de le voir, hein, pour les distraits. Mais vous participez aussi à des compétitions valides, si j'ai bien compris. Ça se passe comment ? En fait, principalement ici en Belgique, je me confronte aux valides pour avoir plus de challenge, étant donné que des archers en chaise, il n'y en a pas énormément. Et par rapport aux valides, ils sont normalement plus faciles de tirer, donc pour avoir plus de challenge, je me mets en valide volontairement, en fait. Alors, vous allez aussi dans un autre centre d'entraînement, donc vous avez un club, un centre d'entraînement. Ça, c'est à Braine-l'Alleud, c'est ça, au Cardinal Mercier? Avant, j'étais au Cardinal Mercier. Maintenant, je suis du côté de Gerpine, dans un club bien vraiment... pas de souci. Ça fait qu'1 an, donc voilà.
Et oui, c'est un club très ouvert, il y a beaucoup d'accessibilité, je peux faire mes horaires comme je veux parce que je peux avoir accès sans problème. Le seul souci, on va dire, c'est qu'il me faut toujours quelqu'un avec moi, même si je sais monter mon arc et mettre mon plastron tout seul, il me faut toujours quelqu'un pour au minimum retirer mes flèches. Heureusement, j'ai toujours un ami assez disponible pour le faire, mais ça reste toujours un petit coincement de temps en temps, quoi. Et finalement, le tir à l'arc, c'est un rêve de gosse. Oui, c'est ce que vous avez dit dans le reportage. Oui, tout à fait. Je ne sais pas, j'ai toujours bien aimé le tir à l'arc, comme je dis souvent, de par les films et séries comme Le Seigneur des Anneaux, entre autres. Je ne sais pas trop expliquer, mais j'ai toujours adoré le tir à l'arc, quoi. Alors, vous l'avez expliqué aussi dans le reportage, avant, vous faisiez un sport d'équipe, et là, vous avez aussi été à un très haut niveau, une médaille de bronze en 2007-2008. En 2007, je suis parti à Tokyo, justement, on avait fini 3e. Et en 2011, on était parti à Paris pour les championnats du monde, où là, on avait fini 4e, et j'avais fini 2e meilleur joueur mondial. Alors, quand on fait un sport d'équipe, pourquoi est-ce qu'on passe à un sport individuel ? Parce qu'au bout d'un moment, l'équipe, j'en avais un peu marre, parce qu'en fait, sans me vanter, c'est moi qui faisais énormément pour l'équipe, et c'est moi qui m'en mangeais plein pour la moindre petite faute. Donc à un moment, après 13 ans, je commençais à avoir un petit peu de lassement, on va dire, par rapport à ça. Après, dans le tir à l'arc, j'ai quand même une équipe avec mon équipière Christelle Simeta, qu'on fait du mix team pour l'international. Donc j'ai quand même une mini-équipe quand même, quoi. Peut-être plus facile à gérer qu'une grosse équipe. Oui, tout à fait. En plus, on s'entend super bien, donc voilà, quoi. Alors, vous n'êtes pas encore sélectionné, mais pour vous, Tokyo, c'est important. Enfin, même si vous connaissez déjà la ville, pourquoi est-ce que c'est important ? Qu'est-ce qui est important quand on vise ce niveau-là ? Parce que les Jeux paralympiques, c'est le truc impressionnant, c'est ce qui est le plus médiatisé, c'est ce que les gens regardent le plus. D'autant plus, ils regardent même encore plus les Jeux paralympiques que les Jeux olympiques, parce que justement, une personne en situation de handicap, c'est encore plus impressionnant. On se surpasse encore plus que de personnes valides, quoi. Merci. Alors, est-ce que vous connaissez le goalball ? Eh bien, notre prochain invité, lui, il le pratique depuis des années dans l'élite du handisport, puisque son équipe a terminé 3e au Mondiaux de 2018. J'espère ne pas me tromper. Alors, reconnaissons-le, le goalball, ce n'est pas le sport le plus connu du monde. On peut dire ça comme ça ? Oui. Alors, avant de discuter avec Clisson Maprény, on vous explique en images de quoi il retourne. Quiet, please. Alors, le goalball, c'est un sport paralympique. C'est un sport collectif de ballon pour déficients visuels qui se joue avec un ballon sonore. Et pour mettre les malvoyants et les non-voyants à égalité, tout le monde joue les yeux bandés. Et le but du jeu, c'est de marquer un but à l'adversaire en faisant rentrer un ballon dans les cages adverses. Le ballon, c'est un ballon assez lourd, c'est la taille d'un ballon de basket, mais qui est plus lourd puisqu'il fait 1,250 kg. Il se lance à la main au ras du sol, un peu sur le principe d'un tir de bowling, mais en plus technique. Et pour la défense, en fait, on plonge au sol pour arrêter la balle. Les 3 joueuses plongent au sol pour essayer de former un mur avec leur corps, un peu comme un gardien de but qui plongerait pour arrêter la balle au football. Le goalball se fait uniquement à l'ouïe, ça c'est important, à l'ouïe, au toucher. Et d'un point de vue sérénité, confiance, effet de groupe, on est tous très très soudés dans cette discipline. Et rien que l'ambiance, ça vaut le déplacement. Alors, je vais commencer par une question idiote. Enfin, vous vous êtes rendu compte que c'est ma grande spécialité depuis le début de la matinée. C'est quoi la différence entre le goalball et le torball ? Alors, la différence majeure, c'est que le goalball est un sport paralympique, le torball ne l'est pas. Et en fait, le premier sport qui a été inventé, donc c'est le goalball, qui a été inventé au début surtout pour réadapter, comme un sport de réadaptation après la Deuxième Guerre mondiale par des Autrichiens. Et sur base du goalball, ils ont adapté à nouveau en créant le torball, donc avec des tapis, un ballon beaucoup plus léger, un sport moins traumatisant pour le corps et pour les articulations.
Donc voilà, c'est la différence majeure, c'est surtout qu'il y en a un qui est paralympique et l'autre pas, qui est aux Jeux paralympiques. Disons qu'il y en a un qui est paralympique et l'autre qui est plutôt, on va dire ça gentiment, de loisir. Exactement, on peut dire ça comme ça, même si il y a un très haut niveau, surtout ici en Europe, parce que c'est pratiqué majoritairement par 7 pays, 7 ou 8 pays, et concentré en Europe, à la différence du goalball qui est pratiqué par plus de 120, 130 fédérations. D'accord. Alors, c'est un sport d'équipe, ça on l'a vu, c'est trois personnes. Comment est-ce que vous vous coordonnez ? Comment ça se passe sur le terrain ? Alors, avec la communication orale, pour se repérer, des signaux, des tapes au sol, enfin peu importe, des discussions tout simplement, qu'on ne perçoit pas toujours en regardant un match d'ailleurs, puisqu'elles se font souvent silencieusement. Mais voilà, c'est avec ces méthodes-là. Revenons aux Jeux paralympiques. Vous connaissez, vous avez déjà participé en 2012. Exactement, c'est oui. Ça. Est-ce qu'on se prépare différemment que pour des mondiaux, par exemple ? Oui, vous allez dire, il y a la durée, il y a les 4 ans. Alors oui, il y a la durée, même si pour nous, c'était au début 2 ans, puisqu'on s'est qualifié en 2018. Et maintenant, c'est 3 ans. La préparation est complètement différente. L'enjeu est beaucoup plus important. Il y a les médias qui viennent. J'ai jamais parlé avec autant de journalistes que durant les 3 derniers mois. Mais voilà, donc l'enjeu est complètement différent. Donc la préparation l'est aussi, quoi. Alors le fait qu'il y ait une année qui se soit malheureusement rajoutée, est-ce que ça perturbe votre préparation ? Par rapport aux jeux précédents auxquels vous avez participé? Alors ça perturbe, mais en l'occurrence, dans mon cas, ça a été plutôt bénéfique parce que malheureusement, j'ai le don de toujours me blesser une année avant les Jeux. J'ai dû être opéré pour la 2e fois au genou en décembre 2019. C'était le cas aussi en 2012 pour les Jeux de Londres. Donc là, ça m'a permis de bien récupérer, de mieux me préparer, même si la préparation, comme tout le monde le sait, a été compliquée. Voilà, pour moi, ça a été plutôt bénéfique. Après, pour d'autres personnes qui sont sur la fin de carrière, une année de plus, ça a quand même un impact sur le corps. Ça peut être aussi un aspect négatif. Quand vous dites fin de carrière, c'est quel âge la fin de carrière? En goalball, ça peut durer longtemps parce que c'est un sport qui n'est pas un sport d'endurance, mais plutôt un sport d'explosivité, donc d'intervalle. Ça peut aller jusqu'à 42, 43 ans. Après, ça commence vraiment à être difficile parce que c'est un sport, il faut dire, très traumatisant. Après 2 jours de compétition, on se réveille avec des bleus partout, des douleurs parfois insupportables. Donc voilà, c'est un sport spectaculaire, mais donc on peut aller jusqu'à 42 ans. Alors l'équipe est sélectionnée, c'est ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Vous ne savez pas encore, mais je suppose que vous espérez. Le but, l'objectif à Tokyo, c'est quoi pour l'équipe? Alors, pour l'équipe, c'est une médaille, et celle d'or, si c'est possible. Et on va tout faire pour. Mais je pense que si vous posez cette question aux 9 autres équipes qui sont là, ils vous répondront la même chose, puisque le niveau est tellement relevé. Et il ne faut pas oublier que la Belgique est une petite nation dans ce sport. Faut dire, je crois qu'il y a 8 équipes nationales sur les 10 qui sont professionnelles. Et nous, on fait partie des 2 qui ne le sont pas. Donc voilà, c'est mine de rien un exploit qu'on soit là et on compte bien en profiter. Merci beaucoup. Un peu de stress avant votre sélection à vous-même? Du stress, oui, évidemment. On sait jamais, on n'a aucune certitude, mais on fait tout pour être là, quoi. Bon, merci. Alors, on a appris déjà des tas de choses très intéressantes. En tout cas, moi, j'ai appris des tas de choses très intéressantes ce matin. Il y a une chose qui est sûre, je crois que vous l'avez compris, c'est que nous serons tous derrière la délégation belge aux Jeux paralympiques de Tokyo, virtuellement, puisque, je le rappelle, les spectateurs étrangers ne sont pas admis. Alors, j'accueille le député provincial Éric Massin, en charge de l'enseignement supérieur, des sports et de l'action sociale, qui va tirer les conclusions de notre matinée au pupitre. Ou pas? Voilà, un petit problème de micro. Vous voyez que nous respectons les mesures sanitaires les plus strictes et même au-delà. Mais merci beaucoup, Éric. Tirer les conclusions, c'est peut-être trop ambitieux, me semble-t-il. Alors, on vient de l'entendre. Il faut avoir de l'ambition, c'est clair.
non seulement lorsqu'on fait du sport pour soi, mais d'autant plus lorsqu'on fait du sport et que, soit par la naissance ou soit par un accident de la vie, on se retrouve dans une situation de handicap. Les choses ne sont pas déjà simples de vivre avec un handicap, mais c'est aussi un vrai challenge de vouloir passer à autre chose, de vouloir aussi pouvoir vivre, essayer de vivre normalement en pratiquant, par exemple, le sport que l'on a choisi ou que l'on avait avant, éventuellement de faire choix d'un autre. Et alors, l'ambition suprême, c'est évidemment d'en faire un sport élite. Et avec, ici, on vient de le voir, de l'entendre, de le constater, éventuellement, l'ambition de participer à une compétition internationale, voire demain d'aller décrocher une médaille olympique, une médaille paralympique. Évidemment, tirer toutes les conclusions, c'est vraiment, comme je l'ai dit, très ambitieux, et je n'ai pas cette prétention-là. La seule chose que je pourrais relever, et c'est vraiment l'intérêt de mettre ce genre d'activité en place, ces échanges, ces présentations, c'est de constater que nous avons vraiment affaire à des personnes extraordinaires. Et je crois que ça, il faut absolument le souligner, le montrer, l'expliquer au jour le jour, parce que demain, la société changera de vue par rapport aux personnes extraordinaires quand elle les comprendra de mieux en mieux, elle les acceptera de mieux en mieux et elle vivra et participera tous les jours avec eux dans le quotidien de la vie, dans le quotidien du sport, dans le quotidien de l'accès à la culture. Alors c'est un des rôles et un des objectifs des associations que nous avons vus, c'est un des rôles et un des objectifs de la province de Hainaut. Et je suis particulièrement fier, en tant que député provincial en charge non seulement des affaires sociales et donc de la politique de prise en charge des personnes porteuses de handicap, mais aussi du sport, et de pouvoir développer des actions dans le sport pour tous, d'avoir été présent et d'avoir participé et d'essayer d'apporter sa petite pierre à l'édifice qui est de l'acceptation de la différence, l'inclusion de la différence dans la société et de la vie avec toutes nos différences, quelles qu'elles soient. Et au-delà de cela, il y a quand même aussi un autre remerciement à faire, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons eu la difficulté, et c'était aussi une ambition, évidemment, non seulement de garder le lien, mais de devoir se réinventer. Et se réinventer quand on fait de la culture, quand on fait du sport, parce que, par exemple, on a eu un accident de la vie, on sait que ça peut être difficile. Et vous devez vous imaginer aussi que se réinventer pour un service public qui a l'habitude d'avoir des contacts humains, d'essayer de faire les choses comme on le faisait habituellement sur une esplanade, sur un site où on pouvait toucher les gens, on ne peut plus, où on veut mettre des activités en place avec des contraintes qui sont très difficiles. Et regardez, aujourd'hui, il n'y a pas de public sauf à travers un écran. On a l'impression d'être carrément dans un studio. Se réinventer n'est pas nécessairement simple, n'est pas toujours facile. Et donc ça, je tiens à remercier les équipes qui ont réfléchi à cette manière de se réinventer et qui ont pu, et ça c'est l'ambition aussi, se dire, on garde le lien tout simplement parce que nous avons des messages à faire passer, parce que nous avons des exemples à montrer, parce que nous avons cette responsabilité dans le cadre du travail que nous faisons, demain, de porter un message, de porter des messages par rapport aux personnes porteuses de handicap. Et je trouve que c'est le plus important, c'est de les remercier aussi du travail qui a été fait, de cette ambition réalisée et de les féliciter. Voilà une petite partie de conclusion, un petit peu plus propre à l'institution. Et en tout cas, messieurs, mesdames, messieurs, tout à l'heure aussi, merci d'avoir été présents, merci de votre participation, merci des messages que vous avez portés, c'est fondamental, c'est très important aussi pour nous, tout simplement parce que ça nous conforte dans les ambitions que nous avons et ça nous conforte aussi dans le travail que nous faisons au quotidien. Merci beaucoup.
Monsieur le député provincial, je vous remercie. Alors, vous le savez, les journées ensemble avec les personnes extraordinaires, c'est un ensemble d'activités diverses et variées. Comme l'a dit Monsieur Massin, cette année, c'est forcément un peu compliqué. Alors, cette année, rien ne se fera en présentiel, mais bien en virtuel, comme le concours des talents, mais aussi des activités extra-kits, etc. Et j'en passe. Vous trouverez toutes les informations sur le site www.personnesextraordinaires.be, sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube qui porte le même nom. Voilà, pour nous, c'est fini. Je tiens à remercier très chaleureusement tous les participants à ce webinaire pour leur témoignage, pour ce message de volonté qu'ils ont fait passer. Je remercie aussi l'équipe technique là-haut pour son travail remarquable et puis les organisateurs qui ont su se réinventer en fonction des conditions sanitaires. On se donne rendez-vous l'année prochaine en présentiel, comme on dit. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.